Bonjour à tous et bienvenue sur Maggie's Planet, une chaîne sur laquelle on explore les merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie. Et aujourd'hui, pour une fois, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de mon ami Paul que je vais laisser tout de suite se présenter. Donc je m'appelle Paul, j'ai 21 ans et je kiffe trop la paléontologie, en particulier l'évolution des espèces et tout. Et du coup c'était grave l'occasion de faire un petit featuring sur la convergence évolutive, voilà. Exactement, moi je suis vraiment fan des gens qui sont passionnés, je peux passer des heures et des heures et des heures à parler de tout et n'importe quoi tant que le cœur y est. Donc aujourd'hui ça va être une petite discussion tranquille, un petit chit-chat où on va vous balancer plein d'anecdotes qui concernent donc la convergence évolutive. Vous risquez d'en ressortir très étonné, finalement étonné. Voilà, donc préparez-vous un petit café, un petit thé ou un petit air et c'est parti. Tranquille, à l'aise braise. Mais avant mon cher Jamy, qu'est-ce que c'est la convergence évolutive? Donc c'est très simple, c'est un phénomène biologique où des espèces qui ne sont pas apparentées vont se mettre à développer des caractéristiques biologiques similaires car elles sont dans des environnements similaires, elles subissent des pressions environnementales qui sont plus ou moins les mêmes. Donc ça peut concerner tout ce qui va être les traits morphologiques, physiologiques, comportementaux, voire même moléculaires. On va commencer direct par entrer dans le vif du sujet avec un exemple qui est clairement mémorable tant il est surprenant. Donc regardez à l'écran, d'un côté vous avez la musaraigne commune, celle qu'on trouve dans nos prés, dans nos champs en France par exemple, et de l'autre côté la musaraigne éléphant ou Sengui. Donc en premier lieu, on pourrait penser que ces deux animaux font partie de la même famille, mais détrompez-vous en fait. Non. Les musaraignes qu'on connaît font partie de la famille des sauricidés, alors que les musaraignes éléphants font partie de la famille des Afrotheria, qui comprend, accrochez-vous, les éléphantidés, donc qui comprend les éléphants, et donc les macrocélidés, dont font partie les musaraignes éléphants. Donc en gros, tout ça pour dire que les musaraignes éléphants sont effectivement plus proches des éléphants que des musaraignes, donc faites attention à la taxonomie, parfois c'est un peu contre-intuitif. Trompeur. Un des exemples les plus répandus en termes de convergence évolutive, c'est d'un côté l'évolution des mammifères placentaires, donc en gros ceux qui ont un placenta, genre nous, les souris, les éléphants, les baleines, enfin un peu tous les mammifères qu'on connaît en Europe, en Afrique, aux Amériques et en Asie. Et de l'autre côté, les marsupiaux qui vivent essentiellement en Océanie. Et en fait, parmi ces deux grands groupes de mammifères, on a des cas de convergence évolutive qui sont vraiment frappants. Alors peut-être que comme ça saute pas aux yeux, mais des exemples, vous en connaissez plein, on va vous les donner tout de suite et vous allez faire « Ah oui, c'est vrai !» On a premièrement le chat au sein des mammifères placentaires et le chat marsupial au sein des marsupiaux, qui ont un peu la même apparence mais surtout le même rôle dans leur écosystème, c'est-à-dire des carnivores assez petits. Ensuite on a le loup qu'on connaît en Europe, en Amérique notamment, et... Putain, pardon, quand j'ai dit notamment, j'ai pensé à moi puceau. Oui, j'ai montré la vidéo à ma mère, elle était morte de rire. Trop belle la fille qui te couchait hier soir en boîte notamment. Donc bon. Et le loup marsupial, ou alors on peut l'appeler aussi thylacine ou tigre de Tasmanie, parce qu'à cause de la chasse, il était plus présent qu'en Tasmanie. À cause de l'homme, tout simplement. Des dégâts de l'homme. Voilà. Ensuite, on peut comparer le fourmilier qu'on trouve essentiellement en Amérique latine et le numbat, qu'on pourrait appeler un peu fourmilier marsupial parce qu'il a le même rôle au sein de son écosystème. Donc, il se nourrit de petites fourmis. Bernard Lerner. Et on a également le rat, donc le rat noir, le rat brun qu'on connaît, et son équivalent marsupial, donc le rat marsupial, qui est en fait assez proche des wallabies et des kangourous. Donc en fait, ce qui différencie les marsupiaux des autres mammifères, c'est leur poche marsupiale, on appelle ça le marsupium, et en fait les bébés se développent dans cette poche, contrairement aux mammifères placentaires où les bébés se développent grâce au placenta, tout simplement. Et donc la raison pour laquelle on trouve des marsupiaux quasiment uniquement en Océanie actuellement et dans les Amériques, il n'y a que l'opossum, donc bon, il est un peu tout seul. C'est dû à leur mode de gestation. Les mammifères placentaires ont un temps de gestation beaucoup plus long, ce qui fait qu'ils ont plus le temps de développer leur boîte crânienne, dont le QI. Oui. Voilà. Donc ils sont un peu moins beubeux en fait. Con, littéralement. Les mammifères marsupiaux ont moins de QI, donc sont un petit peu plus cons et font beaucoup moins le poids face aux mammifères placentaires qui les dominent, les éradiquent même, et oui c'est très triste, c'est pour ça que c'est pas mal endémique à l'Océanie, parce que là il y a beaucoup moins de mammifères placentaires, I guess, j'ai pas envie de dire des bêtises mais j'imagine que c'est quand même la raison. C'est exactement ça. Ouais, en Océanie, enfin en tout cas en Australie, il y a pratiquement que des chauves-souris en fait en termes de mammifères placentaires, et tout le reste c'est que des marsupiaux. Ok. Et du coup, si les marsupiaux ils demeurent quand même, ils sont pas tous éradiqués depuis longtemps, c'est parce que les conditions de vie en Océanie sont parfaitement adaptées à leur physiologie.
Donc voilà, ils ont quand même un peu de répit malgré tout. Coucou les copains, c'est Billy. Je voulais juste faire une petite intervention pour demander à Paul, mais comment ça se fait que les animaux placentaires se sont retrouvés à un tel endroit et que les animaux marsupiaux se sont retrouvés à un autre endroit? Dis-nous en plus, Jamie. Et en fait, il y a plus de 100 millions d'années, le supercontinent qu'on appelait Gondwana, c'est-à-dire en fait l'époque où tous les continents actuels étaient réunis en un seul, ces continents actuels se sont séparés il y a quand même un bout de temps. Et en fait, les marsupiaux se sont retrouvés surtout en Amérique du Sud, qui est restée en fait une île comme l'Australie, vraiment isolée avec des animaux très étranges, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Tout ça pour dire que bien que certaines espèces puissent partager des caractéristiques physiques communes, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont suivi un chemin évolutif similaire. Et ça a pu se séparer il y a bien longtemps et elles ont juste développé certaines caractéristiques parce que, comme je le disais tout à l'heure, elles ont été confrontées aux mêmes pressions environnementales. D'où l'importance de la classification scientifique qui permet d'éviter de mettre en relation des espèces qui sont finalement pas de la même famille et de comprendre leur histoire évolutive. Je pense qu'à mes yeux, l'exemple de convergence évolutive le plus connu, parce qu'il a été traité par pas mal de vulgarisateurs et tout sur internet, c'est le cas de la carcinisation. Ce qui veut dire simplement que la nature a tendance à aboutir ses êtres en forme de crabe, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le crabe est une invention de la nature qui est adaptée à beaucoup de milieux, qui est plutôt robuste, plutôt efficace. La nature aime les crabes. Et ça, on va vous le démontrer tout de suite. Donc en plus d'avoir une physionomie, un physique qui est clairement adapté à vivre dans les environnements côtiers, il leur permet aussi d'avoir le déplacement latéral, le fait que les petits crabes ils se déplacent comme ça, ce qui est très pratique pour sillonner entre les petites roches, etc. Parce que généralement ils vivent en milieu pas trop profond, proche des côtes comme je disais. Ils ont tout ce qu'il faut finalement dans leur petit corps pour se faufiler entre les roches et les algues et attraper leur proie. Et survivre à leurs prédateurs. Survivre à leurs prédateurs. Et en parlant de chasse, les pinces, c'est une super invention en fait dans l'évolution parce que ça permet de saisir ses proies plus facilement. Et en fait, on a beaucoup d'espèces qui ont développé des pinces. Donc par exemple, on a le scorpion, toutes les différentes espèces de crabes, donc les vrais crabes entre guillemets et les faux crabes. C'est vraiment un bel exemple de convergence évolutive. Aux langoustines. Ah, les petites langoustines. Est-ce que les crevettes ça a des pinces? Pas les crevettes, mais les langoustes. Oui. Les langoustines, les homards. Ouais. Voilà. Voilà, la carcinisation. La carcinisation. Et aussi, ça fait pas mal sens, leur carapace est quand même pas mal dure et ça les aide à se protéger contre leurs prédateurs. Ça va de même avec tout ce qui va être leur couleur, leur forme, etc. Enfin, ils sont vraiment très optimisés pour survivre dans leur environnement et ne pas crever très vite. Donc voilà, pour conclure, la forme du crabe semble être une super optimisation de la nature pour essayer de faire survivre au maximum sa petite progéniture finalement. Donc voilà, on peut l'applaudir, félicitations pour avoir trouvé le crabe. Très belle invention. Preach. Passons du fond de la mer au bout du ciel en parlant du faucon, de l'évolution du faucon qui est très fascinante, je dirais même rocambolesque. Rocambolesque. Alors, il n'y a pas de doute sur le fait que le faucon soit bel et bien un rapace, mais il faut savoir que les rapaces, c'est pas un nom extrêmement scientifique, ça décrit juste des animaux qui ont des serres, qui sont carnivores. Et donc le faucon est bel et bien un rapace, mais pourtant il n'est pas vraiment apparenté à tout ce qui va être vautour, aigles royaux, etc., mais plutôt aux perroquets. Donc en gros, la question de savoir si certains oiseaux étaient proches phylogénétiquement ou non a fait pas mal débat dans la communauté scientifique. On voulait savoir du coup si les aigles royaux et les faucons par exemple étaient bel et bien apparentés ou non. Mais du coup, en analysant les tests ADN de 48 espèces d'oiseaux différentes, ils se sont rendus compte que non, qu'ils étaient donc plus proches des perroquets plutôt que encore une fois, des aigles royaux, des vautours, etc. En fait, les passereaux, les perroquets et les faucons font partie des australaves, alors que les martins-pêcheurs, les pics, les autres rapaces nocturnes, diurnes et aussi les vautours américains font partie de la famille des afroaves. Donc rien à voir, voilà. Un exemple de convergence évolutive que j'apprécie tout particulièrement, parce que je trouve littéralement trop stylé, trop swag je dirais même, c'est les animaux qui développent de l'électricité. Donc là du coup on va s'intéresser particulièrement à l'électricité marine qui s'est donc développée chez plusieurs espèces complètement différentes pour des raisons de survie et de prédation. En fait, avant de servir à attaquer, l'électricité elle va servir aussi à détecter les potentiels prédateurs et les proies, et en particulier dans des milieux aquatiques sombres ou troubles. Moi ça me fascine de fou
parce que je rapproche direct ça de l'utilisation des ultrasons chez par exemple les dauphins, chez les chauves-souris. J'imagine que c'est pas exactement le même principe, hein. On appelle ça l'électroperception. Mais je trouve ça dingue quoi quand même. L'électricité elle sert aussi à chasser et à se défendre, comme en atteste par exemple certains crocodiles Miskin. peuvent être butés littéralement par des anguilles électriques. C'est assez hardcore, enfin je me confronterais pas à une anguille électrique quoi. Non, moi non plus. Pas Même trop mon del quoi. Les raies électriques. Les raies c'est électriques ça doit horrible, faire un peu mal ouais. Il y a une autre utilisation de l'électricité qui est vraiment trop fascinante et vraiment je m'y attendais pas du tout. L'électricité sert pour certaines espèces à communiquer. Effectivement, l'émission et la réception d'impulsions électriques permet à certaines espèces de s'échanger des signaux, que ce soit des signaux de reproduction, d'alarme ou même de reconnaissance intra-espèces finalement. Et ce n'est pas fini en termes d'utilisation insolite de l'électricité. Parce que nos petites anguilles sont également d'excellentes navigatrices. L'électricité peut être utilisée pour se déplacer ou s'orienter dans son environnement et c'est par exemple le cas des raies électriques qui utilisent cet atout pour éviter certains obstacles. Donc maintenant, un exemple qui me tient tout particulièrement à cœur parce que j'aime beaucoup les deux animaux qui sont concernés. D'un côté, on va avoir les colibris et de l'autre côté, le morosphinx qui est un gros papillon. Je sais pas si vous en avez déjà vu, mais je vous jure, c'est hyper impressionnant. Moi, je m'en souviens, la première fois que j'en avais vu, c'était quand je faisais une balade en vélo et j'avais l'impression de voir des colibris dans un champ. Et j'étais mais c'est pas possible, je suis en Bretagne, à quelle heure il y a des colibris en Bretagne en fait? Ce n'étaient pas des colibris, c'était les fameux morosphinx et on va vous en parler tout de suite. Ces similitudes entre ces deux espèces, en fait, elles résultent d'une adaptation au mode de vie de butineurs nectarivores, c'est-à-dire en fait des animaux qui se nourrissent du nectar. C'était tellement mignon comme terme. Oui, les butineurs nectarivores. Donc ces deux espèces, elles ont développé des caractéristiques physiques très similaires, comme la longue trompe ou le long bec, ou alors le vol stationnaire, qui leur ont permis d'avoir un avantage en fait sur les autres animaux qui se nourrissent du nectar, qui sont nectarivores, justement en restant focus autour de la plante et en la butinant en même temps, quoi. Voilà. Et du coup, en ce qui concerne la trompe, c'est tout simplement pour aller chercher le nectar, le pollen, etc. au fond de la fleur, sans forcément s'emmitoufler dedans, là, comme nos petits bourdons, quoi. Voilà. Et du coup, une autre similarité qui est particulièrement frappante, c'est leur taille réduite, qui encore une fois sert à pouvoir accéder aux fleurs plus facilement. C'est vrai que vraiment un colibri, je sais pas si je crois que j'en ai jamais eu dans ma vie, mais c'est vraiment tout petit. En tout cas, les morosphinx, je vous jure, c'est incroyable. J'en ai revu un là, il y a pas longtemps, en train de butiner des lavandes, et c'est tellement beau comme animal. C'est tellement beau, et en plus, comme je disais, c'est vraiment en vol stationnaire et tout, genre on dirait vraiment un colibri. Et du coup, vous vous doutez sûrement que la convergence évolutive ne concerne pas que les animaux, il concerne aussi les plantes, et là, nous allons vous parler de la différence entre les cactus et les euphorbes. Donc ces deux grands groupes de plantes se ressemblent beaucoup et ils ont beaucoup de points communs en réalité. Déjà la succulence. C'est très étrange comme terme, mais c'est le fait de stocker l'eau en fait tout simplement. Et aussi l'adaptation aux conditions hostiles. Ce sont des plantes qui poussent souvent dans les déserts, dans des conditions arides, c'est ça. Les cactus ils vont avoir des épines pour se défendre, alors que les euphorbes vont plutôt sécréter un latex empoisonné pour éviter de se faire bouffer par les herbivores. Et ces deux groupes de plantes, même s'ils se ressemblent beaucoup, n'ont pas forcément la même origine géographique. Les cactus, on les retrouve surtout aux Amériques, dans les déserts américains, surtout en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique latine. Alors que les euphorbes, on les retrouve plutôt en Australie, en Afrique et un peu en Amérique, voilà, et aussi en Asie. Alors, avant de conclure avec l'exemple le plus étonnant qui nous concerne, vous allez comprendre pourquoi, Paul a envie de balancer quelques petites anecdotes en vrac pour satisfaire votre appétit. Premièrement, on a le fossa qui ressemble beaucoup au puma qu'on trouve en Amérique, mais qui en fait est plus proche des hyènes. On a aussi le mara qui ressemble à un espèce de mélange entre une biche et un lapin, mais qui n'est en fait pas du tout apparenté au lapin ou à la biche, mais qui fait plutôt partie des rongeurs. On a encore d'autres exemples un peu plus larges de convergence évolutive, comme le développement des cornes par exemple, donc chez le rhinocéros, ou chez d'autres animaux comme le tricératops qui fait partie des dinosaures. Salut mes petits dégringos, c'est Hugo le dégringo. Flash info extrêmement importante pour simplement vous rappeler l'existence de Petri, du petit dinosaure. Voilà, bisous, praise Petri. On a également des exemples de convergence évolutive en ce qui concerne l'habitat aquatique, donc par exemple le dauphin qui ressemble au requin, qui ressemble à l'ichthyosaure. Très étrange aussi, parce que le dauphin c'est un mammifère, le requin c'est un poisson, et l'ichthyosaure ça fait partie du grand groupe qu'on qualifie de reptiles. Donc ce terme-là, il est plus trop utilisé aujourd'hui, mais voilà, donc ça montre vraiment que c'est des espèces qui n'ont rien à voir génétiquement, mais qui, par la force des choses, leur environnement, les adaptations comportementales et physiologiques ont fini par se ressembler énormément. En espérant que vous soyez rassasiés mais que vous ayez gardé une petite place pour le dessert, on va parler de nous, petits humains.
Au sein du peuple humain, on va plutôt parler de convergence culturelle plutôt qu'évolutive parce que en fin de compte, si on observe tous les peuples, on voit bien qu'on est très similaires, si ce n'est presque identiques sur le plan physiologique. Il y a juste des questions de couleur de peau, de cheveux, etc. qui vont être un peu différents, mais en tout cas on est vraiment constitués de la même manière. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que la convergence culturelle et à travers quelles inventions on peut l'observer? Et oui, je suis toute seule car avec Paul, on a eu un petit problème de son pendant qu'on racontait justement qu'est-ce que c'était la convergence culturelle. Il va revenir juste après, vous inquiétez pas. Mais c'est donc par moi-même que je vais devoir vous expliquer tout ça. Si la convergence évolutive, comme vous le savez maintenant, concerne plutôt le fait que certaines espèces non apparentées vont se mettre à développer des caractéristiques physiologiques, biologiques similaires, la convergence culturelle, de son côté, qui concerne l'humanité, désigne le fait que certains peuples vont se mettre à inventer les mêmes inventions, les mêmes grandes inventions, comme vous allez le voir juste après, sans se connaître, sans avoir de contact, et ceci plus ou moins au même moment. L'écriture est un exemple grandiose, indispensable de nos jours, que plusieurs peuples ont développé en réponse à des besoins similaires que je vais vous citer tout de suite. Premièrement, comme vous pouvez vous en douter, pour des nécessités pratiques, car effectivement c'est beaucoup plus simple de retranscrire des paroles ou des pensées à l'écrit afin de pouvoir les conserver dans le temps. En enregistrant les informations, on peut du coup faciliter le commerce, gérer les ressources ou encore maintenir la cohésion sociale. L'invention de l'écriture chez les différents peuples corrèle également avec le développement de la civilisation. Par exemple, les anciennes civilisations, que ce soit en Mésopotamie, en Égypte, en Chine, en Inde, en Amérique centrale et encore dans d'autres régions du monde, ont toutes développé des systèmes d'écriture afin d'enregistrer leur histoire, leur religion, leurs droits, leurs sciences et leur culture. Enfin, l'écriture joue un rôle primordial en ce qui concerne la diffusion culturelle. Car une fois inventée, l'écriture permet de transmettre sa culture à travers la migration, le commerce, les conquêtes ou encore les échanges culturels. En gros, l'invention de l'écriture nous démontre bien que le peuple humain, les différents peuples humains, ont su répondre à des besoins et des défis communs en inventant des solutions similaires. Mais ce n'est pas tout en termes de grandes inventions qui démontrent une convergence culturelle chez l'humanité, les mathématiques et l'astronomie en font également partie. En ce qui concerne les mathématiques, on a tout d'abord l'invention d'un système de numération qui a été développé chez plusieurs peuples différents qui permet simplement de compter et de quantifier le réel. La numération décimale, c'est-à-dire en base de 10, a été développée indépendamment par les Sumériens en Mésopotamie, les Égyptiens, les Mayas en Mésoamérique et bien d'autres civilisations. Du côté de la géométrie, on va avoir le théorème de Pythagore ainsi que les propriétés des cercles et des triangles qui vont être inventés à la fois en Europe et dans les civilisations précolombiennes. Et au-delà des mathématiques, on retrouve également des exemples de convergence culturelle au sein de l'astronomie. Beaucoup de civilisations des deux côtés de l'Atlantique ont développé leurs propres connaissances astronomiques en observant le mouvement du Soleil, des étoiles et des planètes. Les civilisations eurasiennes et précolombiennes ont également été à l'origine de l'invention du calendrier qui permet de suivre le cycle du temps, les différentes saisons agricoles ou encore les événements astronomiques importants comme les éclipses. Ces mêmes civilisations ont également été à l'origine de la cartographie céleste qui va permettre encore une fois de se repérer dans le temps, dans les saisons, etc. mais aussi de naviguer par bateau et enfin d'interpréter les événements célestes. Ces exemples de convergence culturelle démontrent bel et bien que les êtres humains ont cette curiosité innée pour comprendre les phénomènes naturels et les motifs du cosmos, ce qui les amène petit à petit à faire des découvertes et des inventions similaires. La convergence évolutive, en fait, elle témoigne d'une adaptation permanente des espèces à leur niche écologique. Et en fait, cette niche, elle va les conditionner vraiment dans un comportement, une adaptation même physiologique, comportementale, biologique, à leur environnement. C'est ça qui est vraiment incroyable, quoi. Ouais, et franchement cette vidéo elle aurait pu durer des heures. Paul il a une flopée d'anecdotes concernant la théorie de l'évolution, la convergence évolutive, etc. Il y aura peut-être une partie 2 oui, au final. On lui souhaite de travailler au Muséum d'Histoire Naturelle. Ah mais ce qui ferait trop est largement mérité. Bah de ouf. C'est ainsi que nous allons conclure cette charmante vidéo, cette charmante discussion. J'espère que vous l'aurez apprécié. Moi en tout cas j'ai passé un super moment avec mon ami Paul, c'était trop chouette. J'ai adoré parler du fossa personnellement. Oui. Et de la musaraigne, comment ça s'appelle? La musaraigne éléphant. Oui. Si vous êtes toujours ici, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail, enfin là plutôt c'était un travail d'équipe dans cette vidéo. Featuring. Voilà, un featuring, mais en Oui. général je fais les petits documentaires sur tout plein de sujets, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne et pourquoi pas à vous abonner si les thématiques que j'aborde vous plaisent. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit like et à la partager à vos proches et à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, c'était pas français, qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire. J'aime toujours avoir vos retours, dites-moi si les petites vidéos comme ça en duo avec des petites personnes passionnées vous plaisent, si vous avez passé un bon moment. Vous pouvez également venir me rejoindre sur les réseaux sociaux @magis.planet sur TikTok et Instagram pour être tenu au courant de toutes les actualités de la chaîne et avoir des petits formats courts aussi si ça vous intéresse. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, il y a énormément de projets qui arrivent là en plus, j'espère que vous allez aimer tout ça et moi je vous dis à la prochaine.